réparation aux familles durement touchées par cette barbarie ignoble, je les assure que ceci ne restera pas impuni. Chers compatriotes, comme je m'y étais engagé, l'établissement d'un état de droit est en marche dans notre pays. Le citoyen congolais a retrouvé la pleine jouissance de ses libertés fondamentales, de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées, non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. En considération de ces éléments, je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. Je m'étais également engagé à rendre l'enseignement de base obligatoire et gratuit pour tous. À ce jour, fréquenter l'école est devenu une réalité pour nos enfants, quelles que soient leurs conditions sociales. En effet, jusqu'à la rentrée de 2019, notre pays était l'un des derniers au monde où l'école primaire était encore payante. Les parents finançaient les 2 tiers des coûts de scolarité et 4 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés en 2018 parce que les parents devaient choisir entre les nourrir ou les faire étudier. Depuis que nous avons lancé cette grande réforme pour la gratuité, 2,5 millions d'enfants supplémentaires ont pu retrouver le chemin de l'école. Cependant, cet engouement salutaire met en exergue 2 autres importants défis que nous devons relever. Celui des infrastructures d'accueil et celui de la qualité de l'enseignement. Quelles qu'en soient les difficultés, nous sommes sur la bonne voie et nous restons déterminés. Nous pouvons nous réjouir de bénéficier du concours sans précédent de la solidarité internationale pour la prise en charge de cette réforme dont le coût est supérieur à $1 milliard par an. Mais il nous faudra davantage mobiliser nos ressources internes à travers l'impôt pour soutenir à long terme l'éducation de nos enfants. Il s'agit d'une responsabilité collective et prioritaire qui doit interpeller chaque citoyen. J'ai également pris l'engagement de mettre un terme à l'impunité pour donner un sens à la lutte contre la corruption et les antivaleurs, car celles-ci sont à la base de presque tous les maux dans les différents secteurs de la vie nationale. Quelques mois après mon avènement, des ministres du gouvernement central et des ministres provinciaux ont été suspendus de leurs fonctions, déférés devant la
la justice est condamné pour des faits de corruption et d'abus d'autorité. Aussi, ai-je à cet égard créé par ordonnance datée du 28 mars dernier une agence de prévention et de lutte contre la corruption, en abrégé APLC, qui a pour mission de prévenir et de lutter contre la corruption qui gangrène le pays, en amont de l'action des institutions judiciaires. Sur le plan économique, j'ai fait de l'accès à l'électricité une priorité. Plusieurs projets publics et privés sont en cours de démarrage, notamment une centrale solaire de 1000 MW à Kinshasa et d'autres à l'intérieur du pays. En outre, au-delà des conférences et débats publics sur la question, le méga-projet du Grand Tinga est au cœur des transactions susceptibles de lui donner un coup d'accélérateur inespéré. Mes chers compatriotes, le courage, disait Jaurès, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. Notre pays a failli à son devoir de donner à la jeunesse une perspective crédible, autre que de vouloir s'agglutiner au sein des institutions politiques et publiques, comme si leur avenir n'existait qu'en faisant de la politique. En 60 années, nous avons progressivement laissé notre classe politique se transformer en une sorte de mafia. Et nous en avons fait le principal modèle de réussite pour cette jeunesse. Il est temps de changer de paradigme et de créer les conditions qui permettront à nos jeunes de devenir les principaux créateurs de richesses dans notre pays. Cette jeunesse talentueuse, pleine d'énergie et avide de savoir, pour laquelle nous avons engagé le pays dans la transformation digitale à travers l'ambitieux plan national du numérique Horizon 2025. Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, notre pratique de la politique a eu pour principal effet de diluer l'efficacité, de diluer les responsabilités et au final de desservir au lieu de servir. La lutte contre l'impunité, contre la corruption et les antivaleurs constituent les éléments centraux de ma stratégie, sans lesquels tout réel espoir de changement est impossible. Mais dès lors que nous avons en toute conscience choisi de privilégier la réconciliation nationale pour mieux construire l'avenir et préserver la paix, la lutte contre l'impunité ne doit en aucun cas se transformer en vengeance ni en chasse aux sorcières. De même, aucune réconciliation crédible ne peut être envisagée si nous continuons avec les pratiques anciennes de la corruption, de la ruse et du crime. L'engagement que j'ai pris devant vous, devant ma conscience et devant Dieu, c'est de donner la chance à tous les Congolais sans l'avenir, en toute liberté et en toute quiétude, mais sur de nouvelles bases morales. En aucun cas cet engagement ne peut signifier la poursuite de l'impunité. M'inspirant des Saintes Écritures, mon objectif n'est pas de voir les méchants périr, mais plutôt qu'ils changent, qu'ils soient sauvés et que le pays tout entier s'en réjouisse. À défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Celle-ci étant faite, pour révéler la faute, j'accorde à la restauration de l'état de droit la première des priorités dans mon combat pour l'édification d'un nouveau Congo. J'ai entendu certains parler avec ironie ou crainte de la République des juges. La réalité est plutôt que le pouvoir judiciaire demeure confronté à de nombreux défis en termes de ressources, de capacité et d'indépendance. La République démocratique du Congo ne compte actuellement qu'un magistrat pour 28 000 habitants, alors qu'un ratio minimum de 1 magistrat pour 5 000 habitants est considéré comme étant la limite de la
magistrats en République démocratique du Congo date de 2011. Nous avons donc un grand retard à rattraper. Mes chers compatriotes, j'ai à cœur l'ensemble de vos aspirations pour un Congo meilleur, un Congo paisible, plus juste et plus équitable. Qu'il s'agisse de la réforme en cours de la justice, que je compte poursuivre et approfondir, de l'indispensable rattrapage en matière d'infrastructures de base, de l'accès à la santé, de la pacification intégrale du pays ou de la préservation de l'environnement, le Congo a grandement besoin de ressources et de méthodes pour poursuivre avec succès la mise en œuvre du programme pour lequel vous m'avez élu. Je souhaite que l'expérience douloureuse révélée au cours du procès en rapport avec le programme des 100 jours tourne définitivement la page de la longue série de projets et programmes qui, à travers l'histoire de notre pays, ont donné lieu à d'importants coulages des ressources publiques en toute impunité. Je pense notamment au projet de Bukangalonzo, aux multiples cessions d'actifs miniers, aux projets de construction d'infrastructures routières, aéroportuaires et j'en passe. Le défi du Congo, le défi du peuple congolais, c'est de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. À tout prix, nous devons y parvenir et nous allons y arriver. J'appelle le gouvernement de la République à engager des réformes sur l'ensemble de la chaîne de la défense, afin que nos ressources publiques soient désormais mieux préservées et mieux utilisées. Mes chers compatriotes, alors que nous nous étions engagés à faire de 2020 une année de l'action décisive, la force du destin a fait coïncider cette année du 60e anniversaire avec l'une des crises sanitaires et économiques les plus intenses que notre civilisation ait connues. L'apparition de la Covid-19. Cette crise est également un rappel à l'humilité que nous devons adopter face à l'accélération imprévue du mouvement de l'histoire. La Covid-19 qui affecte aujourd'hui tous les continents et qui frappe indistinctement tous les habitants de la planète représente la plus grave crise sanitaire qu'ait connue le monde depuis la grippe espagnole. Toutes les certitudes idéologiques sur lesquelles est fondé l'ordre économique mondial sont aujourd'hui remises en question. Pour s'adapter à cette nouvelle donne et offrir à ses États membres la possibilité d'investir massivement dans la lutte contre la Covid-19, l'Union européenne ainsi que la Banque centrale européenne ont revu et assoupli de manière exceptionnelle leurs règles et pratiques en matière budgétaire et d'endettement. Concrétiser la profonde aspiration du peuple congolais à l'émancipation. Nous gardons tous en mémoire la belle histoire du 30 juin, celle de nos deux héros aux tempéraments différents, mais tout aussi déterminés pour la cause de l'indépendance. À cet égard, il me paraît juste, 60 ans plus tard, de réconcilier ces deux approches et d'élever Joseph Kasavubu, longtemps oublié, au rang largement mérité de héros national. Dans le même ordre d'idées, je viens de signer l'ordonnance portant nomination du maire et du maire adjoint de Lumumba-Ville dans la province du Sankuru, rendant celle-ci effective et opérationnelle. Le Congo, ce pays voulu et créé sans nous 75 années plus tôt à Berlin, nous l'aimons et nous le chérissons.
unis par le sort et ayant en partage une longue histoire commune, faite de joie, de larmes, de sueur et de sang. Sans équivoque, nos pères ont fait le choix de l'indépendance, de la dignité et de la solidarité nationale, tout en étant conscients du risque encouru par le pays, car à son devenir économique et social, faute d'une préparation adéquate de la jeune nation. L'effondrement du socle de confiance intervenu entre les acteurs politiques nationaux dès le lendemain de la proclamation de notre indépendance est le résultat combiné de l'inexpérience, de la jeunesse, de la classe politique et du jeu malsain des convoitises extérieures. Ce départ raté a conduit notre pays, un pays aux promesses pourtant exceptionnelles, dans une descente aux enfers qui a pu paraître interminable et qui n'a épargné aucun secteur de la vie nationale. Déjà avant l'indépendance, dans son discours visionnaire d'Accra en décembre 1958, Patrice Lumumba nous invitait à nous opposer de toutes nos forces à la balkanisation du territoire national sous quelque prétexte que ce soit. Effectivement, comme un serpent de mer, la menace de la balkanisation aura traversé l'histoire de ces 60 dernières années, la rendant tumultueuse et trouble sous l'instigation de puissances extérieures en complicité avec des enfants du pays et des pays voisins. Loin de briser notre volonté de vivre ensemble, je voudrais que les menaces contre notre pays raffermissent les liens historiques et le sentiment patriotique qui font de nous les fils et les filles de la grande nation congolaise au cœur de l'Afrique. Très chers compatriotes, au combat pour l'indépendance s'est substitué un combat pour la démocratie, les libertés fondamentales et le progrès social, comme si, après l'indépendance, le peuple du Congo avait troqué une soumission externe contre une soumission interne. 60 ans durant, malgré les vicissitudes et leur cortège de conséquences douloureuses, notre patrie est restée une et indivisible. Je sais gré à toutes les filles et à tous les fils de la République qui ont lutté jusqu'au sacrifice suprême dans leur détermination à préserver l'intégrité de notre territoire, l'unité nationale et les droits humains. Je n'oublie personne. Je pense à nos vaillants officiers et soldats qui travaillent nuit et jour dans des conditions extrêmement difficiles. Je pense à nos mamans et nos sœurs martyrisées dans leur chair. Je pense à nos enfants victimes des conflits, à qui un triste destin a arraché le simple droit d'espérer. Je pense à nos classes laborieuses, à nos paysans, à tous ceux qui chaque matin affrontent des difficultés de tout genre pour subvenir aux besoins de leur famille. Je pense à l'ensemble de nos forces vives, et en particulier tous les combattants et martyrs de la démocratie, qui, dans la suite d'Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, ont affronté les répressions les plus sanglantes, les plus barbares, depuis les temps forts de la guerre froide jusqu'à la veille des élections de décembre 2018. Je pense à nos filles et à nos fils, lâchement abattus dans les rues de nos villes et de nos villages, jusqu'à l'intérieur des églises ainsi profanées. Je n'oublie personne, je n'oublie rien, aucune douleur, aucun déchirement ne doit être oublié. Au nom de l'ensemble du peuple congolais, je m'incline une fois de plus devant leur bravoure. Leur héroïsme nous a permis de franchir une étape importante dans notre marche vers l'instauration d'une nation respectueuse de la personne humaine et du caractère sacré de la vie. Mes très chers compatriotes, à vous tous, mes amis,
qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Cet appel prophétique lancé par Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960, je vous demande de le graver indélébile dans votre conscience, car plus que jamais, il demeure d'actualité. Dans sa longue quête pour la démocratie et l'état de droit, notre peuple a enduré les pires atrocités, crimes contre l'humanité et pillage de ses ressources. Aujourd'hui, 60 années plus tard, le devenir de la nation est toujours entre les mains d'une classe politique, toutes tendances confondues, qui demeure versatile et qui peine à arracher la nation du cercle vicieux de l'instabilité et de la pauvreté. Jugez vous-même de notre héritage commun 60 ans après. Alors que le revenu moyen par habitant était de 1000 $ américains en 1960, il est estimé à 400 $ américains aujourd'hui, en termes constants. Autrement dit, le Congolais moyen a perdu 60% de sa richesse au cours des 60 dernières années. Notre pays est paradoxalement aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du continent, alors qu'il fut l'un des plus riches il y a 60 ans. Notre réseau routier ne représente plus que 10% de ce qu'il était en 1960 et le réseau ferroviaire que 20%. Mes chers compatriotes, au lendemain de mon accession à la magistrature suprême, me conformant à mes obligations constitutionnelles et m'acquittant de mon devoir de redevabilité, j'ai prononcé le 13 décembre 2019 un discours sur l'état de la nation devant les chambres du Parlement réunies en Congrès. Devant les honorables députés et sénateurs, j'ai eu l'honneur et la fierté de faire un tour d'horizon complet des principaux secteurs de la vie nationale autour des actions prioritaires de mon quinquennat contenues dans le programme du gouvernement. Il s'agit sur le plan politique du rétablissement de la paix et de l'instauration d'un état de droit. Sur le plan social, il y a notamment la gratuité de l'enseignement, la couverture sanitaire universelle et les logements sociaux. Sur le plan économique, la priorité a été donnée à l'accès à l'électricité et à l'eau potable,